Ce programme vous est présenté par Intel. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Génération sans tabac, un objectif pour le gouvernement qui s'attaque entre autres aux puffs, ces cigarettes électroniques très prisées par les jeunes. Alors que la mesure a été votée lundi soir à l'Assemblée, eh bien, on revient sur ce plan anti-tabac dès la première partie de cette émission. Depuis des années, le Téléthon récolte des fonds pour faire avancer la recherche sur la génétique et guérir plusieurs maladies. L'édition de cette année aura lieu les 8 et 9 décembre. On en parle en seconde partie d'émission. Ensuite, on retrouvera Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, son invitée est la chanteuse et ancienne candidate de la Starac, Carla Donat. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité de l'éducation avec Guillaume Attard. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec les suites du choc des savoirs de Gabriel Attal. Le ministre était l'invité ce matin de France Info pour revenir sur ses annonces. Il souhaite, dit-il, un sursaut en mathématiques et même dans toutes les matières fondamentales. Le ministre de l'Éducation nationale, il a d'abord défendu le bilan de la politique éducative d'Emmanuel Macron. Si les résultats PISA sont aussi mauvais, eh bien c'est pas la faute de la majorité présidentielle. Écoutez. On a fait le choix dans le premier quinquennat d'investir massivement sur l'école primaire, parce que c'est là que beaucoup se joue. Et 80% des élèves qui sont en difficulté au collège, au lycée, étaient déjà en difficulté en CP. Les élèves qui ont passé PISA, du classement qui a été diffusé hier, ils sont plus âgés. Ils ont 15 ans. Ils étaient en 6e quand le président de la République a été élu, et donc ils n'ont pas bénéficié de ces mesures. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on peut dire que c'est pas grave, ce classement? Évidemment. Le ministre qui a également détaillé la mise en place de groupes de niveau au collège en maths et en français. Il souhaite que les élèves puissent être répartis selon leurs facilités ou au contraire les difficultés qu'ils ont dans certaines matières. Je vous propose là aussi d'écouter Gabriel Attal. Si vous avez beaucoup de difficultés, que vous êtes donc dans le groupe des élèves les plus en difficulté, le nombre d'élèves sera réduit dans le groupe. L'idée, c'est qu'il y ait une quinzaine d'élèves maximum pour que les enseignants puissent les faire davantage progresser. Et donc l'idée, c'est que ces groupes puissent s'adapter au niveau de chacun pour faire progresser tout le monde. Parce que moi, ce que me disent beaucoup d'enseignants sur le terrain, c'est quand vous avez une classe avec une partie des élèves qui ne sait pas compter et une partie des élèves qui sont très bons en mathématiques, vous n'arrivez plus à faire progresser tout le monde. Alors une question se pose notamment du côté des syndicats. Comment trouver des enseignants pour ces petits groupes à l'heure d'une pénurie assez généralisée? Réponse du ministre. On est en train d'agir pour renforcer l'attractivité du métier. Pour moi, il y a 3 sujets. Premier sujet, c'est évidemment la rémunération. Et je rappelle qu'on a permis la plus grande revalorisation pour les enseignants depuis 20 ou 30 ans. Alors beaucoup vous disent que ce n'est pas suffisant, je l'entends parfaitement, mais en tout cas il n'y a pas eu d'équivalent depuis le début des années 90. La formation initiale des enseignants, la manière dont la formation est organisée aujourd'hui, avec un concours à Bac+5 qui épuise des étudiants qui ont une année de M2 très difficile, avec les cours, la préparation du mémoire, la préparation du concours, l'alternance, est aujourd'hui un frein à l'attractivité. Donc je vais la réformer, je présenterai des mesures pour réformer la formation initiale des enseignants dans le début de l'année 2024. Et enfin, 3e point, les conditions d'exercice. Il y a beaucoup de difficultés au quotidien sur lesquelles je travaille, j'échange avec les organisations syndicales. Le ministre de l'Éducation nationale est également revenu sur la place prépondérante qu'il souhaite donner au brevet des collèges. Il s'agira désormais d'un véritable examen d'entrée au lycée. Et ce, malgré de vives oppositions, là aussi, du côté des politiques et des syndicats. On y reviendra dans quelques instants. Gabriel Attal, lui, n'en démord pas. Aujourd'hui, il y a 11-12% d'élèves qui n'ont pas leur brevet. Et aujourd'hui, ils passent tous au lycée, quand bien même ils n'ont pas leur brevet. Pardon, mais moi, je considère qu'un examen qui a du sens, c'est un examen qui a des conséquences. À quoi ça sert d'avoir un brevet qui est censé valider le fait que vous avez les acquis qui sont nécessaires à la sortie du collège, même si vous ne les avez pas, vous passez au lycée dans les mêmes conditions. Donc ça devient l'examen d'entrée au lycée? Oui, je souhaite faire du brevet un examen d'entrée au lycée. Au lycée général comme au lycée technologique? Comme au lycée technologique et comme au lycée professionnel, bien sûr. Les élèves qui n'auront pas leur brevet des collèges intégreront donc des classes préparatoires pour se préparer au lycée. Une dernière annonce qui, elle, est plutôt passée inaperçue, mais qui a aussi créé un précédent, la suppression du correctif académique au brevet et au bac. Oui, il s'agit, vous le savez, des fameuses commissions d'harmonisation qui visent à harmoniser les notes des différents correcteurs. Et bien là, Gabriel Attal, il n'en veut plus, quitte, assume-t-il, à voir baisser les taux de réussite. C'est quoi le correctif académique qui existe chaque année? Ça veut dire que vous avez des élèves qui ont leurs notes de contrôle continu, qui passent les épreuves, ils ont des notes à leurs épreuves qui sont délivrées par des enseignants qui ont évalué la qualité de leur copie. Et derrière, vous avez ce qu'on appelle un correctif académique. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire le ministère qui arrive et qui dit « vous rehaussez toutes les notes de 2 points ou 3 points parce qu'on veut améliorer le taux de réussite au bac ». Alors, des annonces choc, Guillaume, qui ont fait évidemment réagir la classe politique et syndicale. Du côté de la majorité présidentielle, on se réjouit évidemment de ces annonces, à l'image du député Renaissance, Pierre-Alexandre Anglade, la fin d'une forme de collège uniforme dans lequel on voulait que tout le monde avance à marche forcée en dépit des disparités pour arriver au bout du collège, à presque offrir le brevet. Dans l'opposition, on est au contraire vent debout contre les réformes à venir. La France Insoumise, via son député Paul Vannier, explique des effets d'annonce typiques d'un ministre qui n'a pas grande idée sur la matière qu'il occupe. Du côté du Rassemblement national, on pense qu'on passe à côté des vrais sujets qui sont différents aux yeux de l'élu RN Roger Chudeau, qui dit qu'il faut supprimer les pseudo-enseignements qui défigurent l'école primaire, l'éducation sexuelle, la lutte contre d'imaginaires phobies et le pseudo-développement durable. Voilà, on est sur un tout autre registre du côté du Rassemblement national. Du côté des Républicains, au contraire, les annonces, elles plaisent. Les annonces de Gabriel Attal sur l'éducation vont dans le bon sens, écrit Éric Ciotti sur X. Il faut totalement refonder l'école de la République par l'autorité et les savoirs. Affaire à suivre donc. Oui, affaire à suivre, effectivement. Merci beaucoup, Guillaume. Bâtir la première génération sans tabac à l'horizon 2032, c'était l'un des objectifs d'Emmanuel Macron en 2021 à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer. Eh bien, le 28 novembre dernier, le ministre de la Santé a annoncé plusieurs mesures pour ce nouveau plan anti-tabac 2023-2027. Mais celles-ci ciblent-elles vraiment les jeunes et surtout, sont-elles efficaces? On en parle avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Francesca Pasquini. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous une nouvelle fois. Ravie de vous accueillir toujours sur le plateau du Grand JT. Vous êtes député Europe Écologie Les Verts des Hauts-de-Seine. Oui. Et face à vous, Gérard Audureau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de DNF. DNF, c'est Demain sera non-fumeur. Et également administrateur de l'Alliance contre le tabac. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a présenté donc son plan de lutte contre le tabagisme la semaine dernière. Toute une série de mesures ont été annoncées. Évidemment, on va en parler. La première, qui fait quand même beaucoup parler, c'est le prix, fatalement. Alors parlons justement. Le gouvernement a annoncé une augmentation du paquet de cigarettes à un minimum de 13 € courant 2026, après une première étape à 12 € donc en 2025. Le prix des paquets de cigarettes devrait augmenter dès le 1er janvier 2024. Est-ce que la hausse dépend réellement de l'inflation? Je vais peut-être m'adresser à vous, Gérard Audureau. Oui, alors l'inflation... on a indexé sur l'inflation en 2019. Oui. Jusque-là, ça n'avait jamais été le cas. Et cette indexation de la taxation sur l'inflation produit un effet qui est l'interdiction de faire une trajectoire, puisqu'on est obligé d'attendre chaque année ce que décide l'inflation pour pouvoir savoir ce qu'on va faire. Or, pour arriver à lutter valablement contre le tabagisme, le meilleur outil, c'est l'augmentation des prix forte ou régulière, c'est-à-dire rapprochée. Mais surtout avec un objectif, comme ça avait été le cas dans le précédent programme de lutte contre le tabac, de 2017 à 2020, dans lequel on avait comme objectif le paquet à 10 €. Là, c'est la même chose, il faut mettre un objectif et avoir des étapes, et que surtout la presse s'en empare et prévienne avant, rappelle après, fasse en quelque sorte que le fumeur soit en permanence en alerte. D'accord. Francesca Pasquini, excusez-moi, mais quand on parle du prix du tabac, pour tous ceux qui nous regardent et qui ne sont pas forcément au courant, on parle certes de l'inflation, mais il n'y a pas que l'inflation qui joue sur le prix du tabac. Il y a aussi une volonté de tout simplement taxer. Voilà, il y a ça. Et puis nous, on était présents. Moi, j'étais présente lors de ces annonces du ministre, puisque je suis co-rapporteur de la proposition de loi qui a été récemment votée à l'Assemblée sur l'interdiction des puffs. On en parlera peut-être Bien après. Sûr. Moi, je trouve que c'est toujours des bonnes mesures, celle d'augmenter les prix des paquets de cigarettes. Alors, le ministre a annoncé qu'il n'y aura pas d'augmentation tout de suite, mais qu'il y aura une augmentation en 2025 et ensuite en 2026. Moi, j'estime qu'on aurait pu effectivement augmenter rapidement le prix de ces cigarettes, et dès 2024, puisque, je le rappelle, par les chiffres, le tabac, c'est 200 morts tous les jours. Et donc, on voit de ces chiffres l'urgence à augmenter dès 2024 le prix des paquets de cigarettes. Cette hausse, elle concerne les paquets de cigarettes, mais pas le tabac en vrac. Pourquoi ?
Alors ça, Où on s'en fait va falloir peut-être le demander. Gérard Audureau. Oui, ce sont des décisions qui sont au niveau donc, du gouvernement, qui tous les ans peut effectivement mettre des taxes différentes sur chacun des produits du tabac. Et donc là, c'est par le biais des taxes, puisque le prix n'est pas établi par le gouvernement, il est établi par le fabricant de tabac. Mais pour l'amener à mettre certains prix, il y a le système de la fiscalité qui a une action qui est devenue très précise maintenant, puisque les marges ayant diminué, on en est à des minimums incompréhensibles pour la part du fabricant. Et donc on sait exactement ce que va donner l'augmentation qu'on met sur la fiscalité. Et là, dans l'état actuel des choses, la première chose à faire, et merci Madame la députée d'être là, parce que ça, vous pourrez y penser, c'est de supprimer ce qui a été mis dans la loi d'indexation sur l'inflation. Parce que c'est quelque chose qui est tout à fait contraire à l'esprit de la loi et qui, en plus de ça, muselle en quelque sorte le ministère de la Santé, qui, à notre demande d'ailleurs à l'époque, en 2017, avait été associé au ministère du Budget pour établir justement les prix, établir les courbes, établir les projections et s'occuper en quelque sorte de la fiscalité du tabac. Donc, si on veut qu'il puisse agir, il faut impérativement supprimer l'indexation sur l'inflation. Écoutez, moi, je me suis engagée récemment sur les produits, ce qu'on appelle les produits nicotinés, et qui sont des produits qui mènent ensuite à une consommation de tabac. Et c'est surtout une voie d'entrée pour les plus jeunes. Et je suis très sensible à ce que vous venez de dire. Et avec mon collègue de la majorité avec qui je travaille sur ces sujets, qui est Michel Lozana, nous, on a dit que suite à ce succès qu'on a eu cette semaine avec le vote de cette proposition de loi, on allait partir sur d'autres combats, tels que par exemple les sachets de nicotine, et se pencher également à tout ce qui sont ces produits qui mènent vers la consommation de tabac. Donc je suis ça avec une oreille attentive et avec une volonté d'agir dans ce sens. Alors, je comprends que vous parliez, c'est formidable, mais on parle aussi à ceux qui nous regardent. Et expliquez-moi clairement la différence. Pourquoi les paquets de cigarettes, tout d'un coup, augmentent de manière vraiment conséquente, alors que le prix du tabac en paquet ou en vrac, non, je ne comprends toujours pas. Ça dépend d'une décision gouvernementale. Oui, mais enfin, il y a quand même une raison, non? Oui, ben je répète, ça dépend du gouvernement et du décideur, mais le seul décideur, c'est le ministère du Budget et le ministère de la Santé, en l'occurrence. Bon, alors peut-être poser-leur la question pour qu'ils vous répondent à ça, parce que nous, en fait, en tout cas, journalistes, on se pose la question, et les consommateurs aussi. Si on parle de hausse de prix, l'augmentation a été fulgurante ces 5 dernières années, passant donc de 8 € à 11 € le paquet. Le pneumologue Dotzenberg considère que ces mesures n'ont aucune utilité sur la santé publique et ne sont que des mesures économiques. J'aimerais une réaction de votre part à tous les deux. Moi, je considère qu'à partir du moment où on rend quand même le paquet de cigarettes moins accessible d'un point de vue économique, on en diminue également ceux qui en achètent, le nombre de personnes. Mais après, et encore une fois, c'est pas pour dévier le discours, mais il faut faire aussi attention aux consommations qui sont parallèles. Par exemple, on voit le prix des cigarettes qui augmente, mais on voit aussi des dispositifs parallèles qui coûtent moins cher que les cigarettes, qui commencent à prendre leur envol. Et il faut faire attention, en fait, en faisant ça, à une double consommation. Des personnes qui continuent à consommer des cigarettes et d'autres personnes qui se tournent vers ces nouveaux dispositifs qui coûtent moins cher que le paquet de cigarettes. Et ça devient complètement une consommation parallèle. Bien sûr, mais on va en parler évidemment. Moi, ce qui m'intéresse juste, c'est d'être sur le point effectivement, du prix pour l'instant, sur le tarif, oui. Je suis étonné de ce que dit Bertrand Dotzenberg, parce qu'en réalité, on a eu 2 expériences extrêmement positives en France. La première, c'était sous Chirac, où il a décidé la guerre au tabac. Et en l'espace de 26 mois, il a fait passer le prix du tabac de 3,50 € à 5 €. On a eu la même opération avec le paquet à 10 €, qui est passé de 7,50 € à 10 €. Il se trouve que dans le premier cas, on est passé de 84 milliards de cigarettes vendues en France en 2002 à 54 milliards en 2004. Ça fait donc 32% de diminution de la consommation. Et là, dans la période du programme national de lutte contre le tabac qui s'est déroulé entre 2017 et 2020, on a eu une chute de consommation, enfin de chute de vente plus exactement,
qu'il faudra modérer par le biais de la contrebande, mais, justement, on va y venir. Mais très peu. Et on a eu là une chute de plus de 20%. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai un Donc peu... l'effet est immédiat, il n'y a aucun problème, mais c'est immédiat l'effet. En travaillant sur ce sujet, évidemment, j'ai longuement lu tout ce qui était écrit. Alors, on sait bien qu'il faut faire face aussi à la désinformation, mais j'aimerais quand même votre opinion là-dessus. Je rappelle qu'il y a quand même 12 millions de fumeurs en France et que le tabac reste la première cause de mortalité évitable en France. L'impact du prix du tabac à se faire certes chuter effectivement les ventes, comme vous le dites, mais pas forcément la consommation. Ça veut donc dire que oui, il y a eu une redirection à la fois vers les puffs, et on va y venir, et autres type de consommation, mais aussi peut-être vers l'effet contrebande. Est-ce qu'on peut imaginer que donc cette nouvelle hausse favorise justement cette hausse de la contrebande? Alors, tous les ans, l'industrie du tabac fait effectuer une enquête par KPMG. Et cette enquête, au début, il y a 7 ou 8 ans, ramenait autour de 27 à 28% des paquets vendus qui étaient vendus en dehors du circuit des buralistes, ce qui ne veut pas dire que c'était illégal, hein, parce qu'il y a des passages en douane qui sont normaux. Et là, oui, vous prenez en fait tout ce qui est en dehors des buralistes. À la fois les passages effectivement qui se font c'est pas moi qui prends, c'est KPMG oui. Et donc l'industrie du tabac. Et il l'a fait monter jusqu'à 30-32% ces derniers temps. C'est tout à fait anormal. Enfin, ça n'est pas du tout conforme à la réalité. Ils ont une méthode que nous avons expérimentée dans les années 2000 déjà, qui est de ramasser les paquets au sol et de vérifier d'où ils viennent, et donc de voir en proportion. Or, il se trouve que si vous les ramassez à Barbès, vous aurez 90%. 90% de quoi de paquets qui viendront de l'étranger. D'accord. Ils seront des paquets, parce qu'ils sont vendus là, par tous ceux qui font sous le manteau des ventes de la de contrebande. paquets. Oui, d'accord, mais pas des paquets qui seraient achetés à l'étranger et rapportés en France. Ah non, ça c'est différent. Voilà. Ça, le passage en douane, ça représente rien. C'est très peu. C'est très pénalisant pour les buralistes qui sont frontaliers, notamment ceux de l'Est et ceux du Nord, et ceux qui sont également frontaliers de l'Espagne, ou plus exactement de la principauté d'Andorre. Mais par contre, sur l'ensemble de la production française, c'est vraiment tout à fait insignifiant. D'accord, mais alors quid des 5 usines clandestines qui ont été trouvées en France? Oui, mais c'est... ça représente quoi? Rien du tout. Rien du tout? Non, pas grand-chose. C'est sûr que ça représente un principe qui est très dangereux et contre lequel il faut lutter. Et fort heureusement, depuis 7 ans, même pas, non, depuis 5 ans, les douanes se sont engagées à avoir de faire vraiment une lutte contre le trafic de tabac. Et ça fonctionne, alors que jusqu'à là, ils étaient plus ou moins assez proches des fabricants de tabac. Là, les douanes, il y a eu des changements à l'intérieur. Nous n'avons pas été étrangers d'ailleurs à ces changements, puisqu'il y en a un des responsables qui a dû prendre sa retraite et l'autre qui a été changé de secteur à ce moment-là. Voilà, mais ça reste malgré tout à fait peu. Et je précise que pendant la période du confinement 2020, où tout le monde était à la maison, où on pouvait à la limite sortir pendant 1 heure dans l'un d'entre eux, des confinements, et dans l'autre, par contre, on sortait quasiment pas, où les frontières étaient toutes fermées, DNF a fait une analyse très précise il se trouve d'ailleurs sans analyse déjà, en prenant simplement le chiffre des douanes, en fin d'année, la consommation, enfin les ventes de tabac ont diminué malgré tout de 1%. Alors que 1%, c'est pas grand-chose, mais enfin, c'est une diminution, certes. Non, ce que je veux dire, c'était une époque où il y a eu un très fort retour des consommateurs vers les buralistes frontaliers. Et ça avait été marqué à l'époque, on parlait de 70, 80, 100% dans certains cas, qui avaient augmenté. Mais ça, à l'échelle nationale, ça ne représentait pas grand-chose. Et notre étude permet de vérifier que tout ce qui est vendu en dehors du circuit des buralistes dépasse difficilement 10% en réalité au total. Autre mesure très forte, et vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, Francesca Pasquini, c'est la fin de la vente des produits de vapotage jetables, qu'on appelle souvent les puffs, et qui plaisent beaucoup aux plus jeunes notamment, qui sont les premiers en fait à utiliser ces cigarettes électroniques pour aller justement vers le tabac. J'imagine que c'est une mesure essentielle que vous avez donc portée. Oui, c'est une mesure essentielle et sur 2 plans. Donc il y a le plan de l'enjeu de santé publique, vous l'avez dit, ça s'adresse très particulièrement
particulièrement aux jeunes, c'est souvent des collégiens. Il y a un marketing très agressif qui est fait derrière ces puffs. Ils ont des couleurs flashy. Il y a aussi tout un travail autour des arômes. Ce sont souvent des arômes sucrés ou très fruités qui attirent les plus jeunes. Et puis, il y a le prix qui est important. Ça coûte moins cher d'acheter une puff que d'acheter un paquet de cigarettes. Quel est le prix à peu près ? Entre 8 et 10 euros. Une puff, ça dure combien de temps ? J'ai pas Alors, ça dépend. Il y a des puffs qui ne sont pas du tout rechargeables et qui durent comme un paquet de cigarettes. Et puis, il y a des puffs qu'on peut recharger 3 ou 4 fois et qui, elles, durent un petit peu plus longtemps qu'un paquet de cigarettes. Donc, il y a les deux dispositifs qui existent. Et puis, c'est un dispositif qui passe inaperçu puisque ça ne laisse pas d'odeur. Donc, les jeunes peuvent fumer ça dans leur chambre ou même à l'école ou au collège et on ne s'en aperçoit pas. Ça passe inaperçu dans les trousses. Ça ressemble à un gros stylo ou un stabilo. Il y a un affichage dessus pour dire que c'est le premier pas vers la nicotine, enfin qu'il y a de la nicotine dedans ? Alors, il n'y a pas de la nicotine dans toutes les puffs. Dans certaines, il y a de la nicotine. Dans d'autres, il peut aussi ne pas y en avoir. En tout cas, c'est interdit aux moins de 18 ans. Mais malgré cela, il y a une étude qui a été faite par Alliance contre le tabac qui a montré que les jeunes arrivent à s'en procurer assez facilement dans les bureaux de tabac. Et puis, c'est vendu aussi en kiosque à journaux et dans les grandes surfaces. Donc, il y a cet enjeu de santé puisque ces dispositifs-là, contrairement aux dispositifs de vapotage rechargeables qui servent à sortir d'une consommation de tabac, servent plutôt les jeunes à y rentrer au travers d'un geste et d'une habitude. Et puis, il y a l'enjeu aussi environnemental qui est tout aussi important que l'enjeu de santé. C'est rechargé avec des piles au lithium. C'est des piles au lithium, en fait, qui finissent à la poubelle, qui ne se rechargent pas ou qui se rechargent 3 ou 4 fois. Et donc, pour vous faire une idée, on a très peu de chiffres sur le marché français, mais en tout cas, au Royaume-Uni, il y a 8 puffs à la seconde qui finissent à la poubelle. Ça fait 5 millions de puffs par semaine. Et l'année dernière, ce qui a servi en termes de lithium à fabriquer ces batteries, c'est l'équivalent de 11 000 batteries de véhicules électriques dans le monde. Donc, les chiffres ont quadruplé d'une année sur l'autre. Donc, il était très important d'arriver rapidement à une interdiction. Interdiction pour vous qui, j'imagine, est essentielle évidemment et qui est un pas aussi, alors on le disait pour les jeunes, vers effectivement le chemin du tabagisme, mais aussi peut-être pour les générations comme les nôtres ou plus anciennes qui finalement se sont dit oh ben non, mais je vais me préserver en vapotant de la nicotine et du tabac et qui en fait empruntent le même chemin. Oui, c'est un problème beaucoup plus général qui concerne la cigarette électronique dans son ensemble. Dès 2006, les premières cigarettes électroniques apparaissaient en France. Elles étaient vendues en pharmacie d'ailleurs à l'époque, ce qui était étonnant d'ailleurs. En pharmacie, ça voulait donc dire que c'était quelque chose de bénéfique a priori. Voilà, tout à fait. Et donc, un journaliste m'avait invité à aller dans une pharmacie. On nous a fait la démonstration et à la sortie, il m'a demandé ce que j'en pensais. Et j'ai dit que c'était une invention géniale, qu'il fallait impérativement veiller à ne pas voir détourner de son objectif d'aide à ceux qui ne pouvaient pas se sevrer avec d'autres produits de sevrage, à s'arrêter de fumer. Et là, on voit les dérives qu'ont entraîné le fait d'un certain laxisme vis-à-vis des cigarettes électroniques. Alors, je répète, ça reste un produit qui est tout à fait favorable dans la mesure où ceux qui sont vraiment dépendants du tabac, ça les aide à s'arrêter. Et lorsqu'il y a de la nicotine dedans ? Moi-même, le premier, si j'avais pu, quand j'ai arrêté de fumer, puisque j'ai beaucoup fumé à l'époque, quand j'ai arrêté de fumer, si j'avais pu avoir la cigarette électronique, ça m'aurait permis d'abord d'avoir la gestuelle que l'on perd avec les patchs et les restes, on n'a pas la gestuelle. Or, elle est importante pour un fumeur. Mais surtout, ça m'aurait permis de progressivement diminuer la dose de nicotine à l'intérieur pour arriver à 0 et me priver ensuite de la vapote, puisqu'elle ne sert plus à rien à ce moment-là. Et voilà, la dérive arrive aujourd'hui. L'industrie du tabac s'est emparée de cela en essayant de blanchir son image en plus pour donner l'impression qu'ils luttent avec nous pour la santé publique, par la réduction du risque, ce qui est faux d'ailleurs, ce n'est pas une vraie réduction du risque. Et l'industrie du tabac, immédiatement, a un peu modifié l'aspect, a fait d'abord les cigarettes, le tabac chauffé, qui est une
une cigarette électronique à l'intérieur de laquelle on met une mini-cigarette avec une lame qui chauffe à l'intérieur à 350 degrés et qui vous donne une fumée malgré tout. Voilà. Et puis, ils ont également emboîté le pas des fabricants de cigarettes électroniques et fait, d'abord ça a commencé par une qui a disparu en France, fort heureusement, c'était Joule, qui elle avait... faisait une publicité éhontée et surtout mettait beaucoup de nicotine à l'intérieur de ses produits. Pardon, je presse un peu parce qu'il nous reste peu de temps. Je voudrais juste qu'on fasse un petit clin d'œil, en tout cas, enfin, une petite réaction sur la généralisation de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Enfin, alors, c'est un peu vaste, hein, les parcs, les plages et aux abords des écoles. Alors là, c'est vrai que, est-ce qu'on sait réellement où, comment ça va être défini, par qui, quoi on avance là-dessus? Alors, c'est des interdictions qui vont se prendre au niveau local, hein, les interdictions de fumer dans les plages ou aux abords des écoles. Mais donc, ça veut dire que ce sont les mairies, c'est les écoles eux-mêmes, les établissements? C'est les préfets. Il va y avoir un flou là-dessus quand même, non? C'est les préfets. Pour l'instant, on n'a pas eu d'annonce claire sur comment ça va être mis en place. Mais en tout cas, moi, ces annonces-là me semblent importantes, notamment aux abords des écoles. Hein. Il est important, et dans les parcs publics, il est important que ça reste des espaces non fumeurs et qu'il n'y ait pas quand même d'images de fumeurs qui soient véhiculées dans des endroits où circulent les plus jeunes. Alors, on parlait effectivement des puffs qui étaient en vente dans les centres commerciaux, dans les grands magasins, etc. Mais il y a aussi tout simplement ces paquets de cigarettes qui sont soi-disant interdits. Alors, c'est au moins de 18 ou moins de 16, parce que je n'ai pas de me tromper, les paquets de cigarettes. 18, voilà, 18, mais qui pour autant sont vendus malgré tout à des mineurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut fliquer finalement les buralistes devant chaque tabac. C'est impossible comme mesure. Est-ce que la prévention est assez forte? Alors, c'est impossible à contrôler chez tous les buralistes. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il continue à y avoir cette forme de dérive de vente aux mineurs, que ce soit pour les sachets de nicotine, que ce soit pour les puffs, que ce soit pour les paquets de cigarettes. Et effectivement, il faut augmenter les tarifs. C'est pas tout. Il y a aussi cet enjeu de prévention qui est tout aussi important et de pouvoir en discuter avec les jeunes. Moi, j'ai fait récemment une action auprès des plus jeunes avec Alliance contre le tabac et c'était des informations qu'ils n'avaient jamais eues par ailleurs, les informations qu'on leur a apportées lors de cette soirée, le nombre de substances chimiques qui se trouvent à l'intérieur d'une seule cigarette, comment on pollue l'environnement quand on jette un mégot de cigarette qui finit dans l'eau, dans les rivières ou dans la mer. Leur apporter ce type d'informations les laisse stupéfaits et on s'aperçoit que même au niveau de l'école, des collèges ou de lycées, il n'y a pas eu, l'information n'a pas circulé. Et puis il y a l'enjeu de santé, l'enjeu environnemental et aussi l'enjeu de se dire que même quand on n'est pas fumeur, finalement, on subit les conséquences de ceux qui le sont. Et oui, c'est ça, parce qu'on parle aussi du tabagisme passif, qui est très important. De nouvelles mesures sont prises, on le disait à l'instant, effectivement, ne pas fumer aussi aux abords des établissements scolaires, aux abords des plages, peut-être dans les restaurants. On va y venir complètement, in fine, sur les terrasses. La vraie question se pose par rapport à cette logique de protection, finalement, de tous les citoyens français. J'aimerais une réaction, Gérard Audureau, là-dessus. Oui, alors je confirme quand même que dans le cas que vous avez cité tout à l'heure, de la vente à des mineurs, il n'y a qu'une seule solution, c'est de pouvoir prévenir d'abord celui qui vend de manière anormale si on le prend en train de vendre à un mineur. Donc il est un avertissement, 2 s'il le faut, mais qu'en 3e avertissement, ce soit la suppression de la licence carrément. C'est le seul moyen d'arriver à faire des exemples. Il en faut le moins possible, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on ait... Mais avec 2 ou 3 exemples de ce type, ça arrêterait fortement et ça les inciterait fortement à vérifier effectivement l'âge. Alors vous posez l'autre question qui concernait le tabagisme passif. Alors, les espaces sans tabac, c'est une chose. Le tabagisme passif, c'est la notion de tabagisme passif qu'il faut revoir. Elle est à l'heure actuelle, dans le cadre législatif, considérée comme nocive que quand elle est dans des endroits confinés. Or, il se trouve que le tabagisme passif, c'est pas que ça. Et ça n'est pas que l'aspect sanitaire. Donc il y a le sanitaire et le sanitaire même à l'extérieur quand c'est pas confiné. Mais en plus de ça, il y a la gêne occasionnée par le tabagisme passif. Nous recevons en ce moment 90% des plaintes dans notre association qui concernent le tabagisme entre voisins.
Et il faut voir les situations dans lesquelles se trouvent les personnes qui nous décrivent. C'est très difficile à décrire. Et donc, il y en a beaucoup qui sont obligés de déménager, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, donc, effectivement, il faut arriver à lutter contre le tabagisme passif, que ce soit dans les files d'attente, que ce soit dans les stades. C'est infernal de s'asseoir dans un gradin de stade et d'avoir à côté de soi quelqu'un qui fume le cigare pendant tout le match. C'est la même chose quand vous êtes à une terrasse de café, même à l'extérieur, si vos voisins fument. Donc, toutes ces choses-là, il va falloir que ça évolue. Et surtout, ça permettra, parce que 63% des fumeurs n'attendent qu'une chose, c'est d'arrêter. Ça leur permettra d'avoir des espaces dans lesquels on les aide à s'arrêter. Ils n'auront pas le choix. Merci beaucoup, Francesca Pasquini, Madame la députée Europe Écologie Les Verts des Hauts-de-Seine, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et Monsieur Gérard Audureau, merci, président de DNF Demain sera non-fumeur, administrateur également de l'Alliance contre le tabac. Merci beaucoup. On marque une courte pause et sans clope. Merci. De retour dans le Grand JT d'éducation, les 8 et 9 décembre prochains a lieu le Téléthon. Depuis plus de 35 ans, cet événement de solidarité unique au monde mobilise des millions de Français et récolte des dons pour que la recherche génétique avance. J'accueille avec joie Xavier Nissan sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'ISTEM. Alors l'ISTEM, c'est l'Institut des cellules souches pour le traitement et l'étude des maladies monogéniques. Monogéniques, c'est-à-dire un seul gène. Exactement. Donc nous, on s'intéresse aux cellules souches et on essaye de traiter les maladies génétiques qui sont causées par un seul gène. Alors, on va en parler évidemment du Téléthon et de l'importance de tout ce que propose le Téléthon, à la fois en termes de campagne de sensibilisation, campagne de solidarité et à quoi servent ces dons. Mais j'aimerais qu'on regarde justement un petit film sur le Téléthon. Je me battrai jusqu'au bout. Je chercherai partout. Je frapperai à toutes les portes. Je continuerai d'avancer. Je ne laisserai personne me dire non. Je soulèverai des montagnes. Pour sauver mon enfant, je ne lâcherai rien. Je ferai face. Nous, chercheurs, on est là, on ne vous lâchera pas. Ensemble, nous révolutionnons la médecine et nous continuerons à sauver des vies. Le Téléthon peut tout changer. Donnez-nous la force de guérir. C'est important le ensemble, parce que c'est ça le Téléthon. C'est quand même un mouvement généralisé de millions de Français qui se mobilisent et de chercheurs. Moi, j'utilise toujours l'image de la chaîne, parce qu'en fait, dans une chaîne, il y a plusieurs maillons. Chaque maillon est interdépendant les uns des autres. Et il y a les patients, il y a les malades, il y a les familles de malades, il y a les donateurs, il y a les chercheurs. Et l'un sans l'autre, on serait incapable de travailler. Et oui, incapable de travailler, vous le dites de manière tout à fait humble. J'imagine que chacun vous donnez beaucoup, évidemment, pour la recherche. Est-ce qu'on peut rappeler ensemble déjà ce qu'est le Téléthon? Alors, c'est une émission de télévision qui n'est pas rien quand même. C'est 12 heures d'antenne, je crois. Évidemment, consacrée justement à cette logique de don qui est faite. Et puis tous ces Français qui sont mobilisés. Mais c'est aussi des animations, c'est ça, à part entière? Alors, c'est 30 heures d'antenne en plus. Ah, c'est 30 heures. Pardon, j'ai 12 heures, moi. Donc c'est un marathon qui dure 2 jours. Sur les réseaux sociaux, encore plus, puisque le Téléthon Gaming dont on parlait tout à l'heure pendant la pause, c'est également le dimanche. Donc c'est également des milliers de bénévoles et de manifestations d'animation sur le terrain tout le week-end. Donc c'est une grande chaîne de solidarité partout en France. Et c'est à l'origine, en réalité, avant l'émission de télévision, c'est des parents de malades qui se sont réunis pour combattre la maladie. Il n'y avait pas de recherche, on ne connaissait rien à ces maladies, on ne savait pas comment les traiter, on ne savait même pas comment les diagnostiquer. Ils ont décidé de se réunir, de collecter de l'argent ensemble, et d'abord doucement, puis au fur et à mesure des années, ils ont réussi à soulever des montagnes. Et puis voilà, et aujourd'hui on en est là. Il y a un Téléthon qui ramène autour de 90 millions d'euros chaque année. Il y a des laboratoires de recherche qui sont financés par le Téléthon. Moi je travaille dans un des laboratoires de recherche de l'AFM Téléthon, mais on n'est pas le seul. Il y a plus de 500 chercheurs à travers la France dont le travail est dépendant du Téléthon. C'est très clairement, sans le Téléthon on ne pourrait pas travailler. Donc c'est très important pour nous de communiquer également sur ce qu'on fait de l'argent. Je suis là aussi pour ça, pour vous expliquer comment, grâce au Téléthon, aujourd'hui on n'en est pas simplement à essayer de comprendre les maladies, mais on arrive à en traiter.
On arrive à guérir certains patients. Et ça, c'est la magie du Téléthon qui l'a créé. Quelles sont effectivement les maladies qui touchent, évidemment, ou plutôt que le Téléthon va se tenter de toucher, et l'AFM Téléthon? Initialement, le Téléthon s'était intéressé aux maladies musculaires, parce que c'était des parents d'enfants atteints de myopathie, donc de maladies du muscle, qui s'étaient fédérés. Et en réalité, au fur et à mesure des années, on a commencé à travailler sur plein d'autres maladies, qu'elles soient musculaires ou pas. On travaille sur les maladies génétiques rares, donc qui vont toucher moins d'une personne sur 2000. Il y a eu plus de 7000 maladies différentes. Ça touche 3 millions de personnes en France, c'est considérable. Sauf que chacune de ces maladies est très rare. Donc en fait, ça n'intéresse pas forcément les industriels au même titre que les maladies fréquentes. Ça n'intéresse pas forcément l'État d'injecter beaucoup d'argent pour financer cette recherche. Et les grands laboratoires non plus, dans ces cas-là, on pourrait se dire. Donc en fait, la solidarité nationale a pris le relais. Et l'AFM a créé ces instituts. Donc on travaille sur des maladies du muscle, du cerveau, de la peau, de la rétine. On essaye de trouver des traitements qui vont de la thérapie génique, où on remplace le gène qui est déficient, jusqu'à la thérapie cellulaire, où on remplace les cellules qui ne fonctionnent plus. Et donc en réalité, on essaye de trouver des traitements. Et aujourd'hui, on vit dans notre laboratoire, mais également dans les autres laboratoires, une explosion de succès, de maladies qu'on arrive à traiter au fur et à mesure des années. Un des ambassadeurs de la campagne Téléthon de cette année, c'est le petit Ibrahima, qui est atteint d'une maladie qui s'appelle l'amyotrophie spinale. L'amyotrophie spinale, c'est une maladie génétique qui entraîne la mort des enfants avant l'âge de 2 ans, en général autour de l'âge de 1 an à 2 ans. Et ce gamin, comme de plus de 3000 gamins à travers le monde aujourd'hui qui ont été traités par thérapie génique, ils vont mieux, et voire certains sont indistinguables d'enfants qui n'ont pas la même maladie, qui sont sains. Quel âge a Ibrahima aujourd'hui? Aujourd'hui, Ibrahima, il a plus de 2 ans. Il marche, on le voit sur les vidéos, on le verra sur le plateau du Téléthon en train de courir. Il a visité notre laboratoire, il courait partout. J'ai même failli lui faire un croche-pied sans le faire exprès. À un moment donné, il courait devant moi et c'était compliqué de l'esquiver. Donc c'est la magie du Téléthon. On a réussi à traiter des maladies qui normalement entraînaient la mort des enfants, de ces enfants-là. Et aujourd'hui, les premiers enfants qui ont été traités de cette maladie, ils ont 7, 8, 10 ans et ils vont parfaitement bien. Comment vous recevez ces familles qui sont souvent désespérées, je l'imagine, et un peu désemparées face à la situation? Comment ça se passe? Alors, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, effectivement, il y a des familles qui sont désespérées, ou pas forcément désespérées, mais qui sont affectées par la maladie parce que la vie au quotidien avec une maladie génétique, elle est compliquée. Mais bien souvent, c'est des combattants. C'est des personnes qui vont vouloir absolument y arriver, trouver des traitements, nous aider à travailler. Nous, on travaille avec les patients. Les patients nous aident à développer nos médicaments, ils nous aident à développer des essais cliniques, ils nous aident à comprendre leur maladie parce que bien souvent, les premiers experts et les meilleurs experts de leur maladie, c'est eux. Et donc, on travaille main dans la main. Je suis en contact avec beaucoup de familles qui attendent de nous qu'on trouve des traitements et donc ça nous motive. Évidemment, et on travaille avant tout pour les soigner, donc on travaille pour eux. Et oui, on l'imagine. Quels sont les progrès? Vous disiez qu'en fait, beaucoup d'enfants sont traités et maintenant vont beaucoup mieux. Est-ce que certains sont presque guéris maintenant? Sur cette maladie, c'est la myotrophie spinale. Pour l'instant, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, puisqu'on n'a pas le recul. C'est de la médecine expérimentale. On n'a pas encore 20 ans devant nous pour voir comment a fonctionné le médicament, mais ils vont bien. Et ils auraient dû mourir, et ils vont bien. Et donc ça, c'est très concret. Pendant le Téléthon, on entendra le témoignage du petit Jules, qui est devenu une des mascottes du Téléthon. Le petit Jules, il avait une maladie génétique qui, normalement, aurait dû le tuer. Avec cette maladie, il n'aurait jamais pu marcher. Il ne peut même pas respirer par lui-même, ni même avaler sa salive. Et la magie du Téléthon fait que... Aujourd'hui, on le voit sur les vidéos, et on le verra sur le plateau, en train de jouer au foot, en train de courir sur la plage. Et ça, c'est des succès très concrets. C'est pas juste des chiffres, des graphiques. Nous, on aime bien les chiffres et les graphiques quand on est chercheur. Là, on a des images qui parlent. Vous disiez à l'instant aussi que initialement, c'était toutes les maladies qui étaient liées aux muscles. On ne peut pas forcément imaginer, en tout cas quand on ne le sait pas toujours. Effectivement, le cœur est un muscle. Il y a plein d'autres muscles qui ne sont pas forcément juste pour pouvoir galoper et courir. Les muscles sont partout en fait dans le corps. Et donc en fait, est-ce que vous pourriez redire à quel point les muscles finalement et donc les thérapies
thérapies qui sont recherchées pour pouvoir, enfin les thérapies, l'action qui est faite pour pouvoir justement guérir ces enfants est si importante? Écoute, les muscles sont majoritaires dans notre corps, puisque c'est la majorité de la masse de notre corps est composée de muscles. Le muscle cardiaque, vous en parliez, il est très important, comme les muscles qui permettent de respirer, comme les muscles qui permettent aux yeux de se déplacer ou de cligner. Il y a énormément de muscles très importants. Alors effectivement, les plus handicapants, et ceux qu'on voit tout de suite, c'est quand une personne n'est pas capable de marcher par elle-même parce que les muscles ne permettent plus de soulever son corps. Il y a tellement de myopathies, il y a plus de 400 gènes à l'origine de myopathies. Donc en fait, il y a plein de myopathies différentes. Et la complexité pour nous, c'est lorsqu'on fait de la thérapie génique, par exemple, ce qui aujourd'hui est le traitement de référence, c'est que il manque un gène, on va simplement boucher le trou, on va fabriquer une copie du gène en laboratoire et puis on va le transférer chez le malade pour que la cellule musculaire refonctionne correctement parce que elle a de nouveau le bon gène, elle produira de nouveau la bonne protéine et puis le patient de nouveau pourra fonctionner et faire fonctionner ses muscles. Le problème, c'est que ça va prendre 10-15 ans de recherche à chaque fois, ça va coûter des millions d'euros à chaque fois, et c'est un travail titanesque. Il y a des dizaines et des dizaines de maladies, donc il y a certaines pour lesquelles on a trouvé des choses, d'autres pour lesquelles on continue à travailler. Et donc on a toujours besoin du soutien des Français, et je le rappelle, le 3637 est ouvert, et téléthon.fr pour faire un don. On a besoin de vous. Alors justement, on dit qu'on a besoin de vous et c'est ces Français, grâce à eux aussi, la mobilisation de tous les Français, évidemment de tous les chercheurs aussi que vous représentez ici aujourd'hui, qui est très importante. C'est le 8 et 9 décembre et aussi le 10, donc vous le disiez, sur les réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux sociaux avec le Téléthon Gaming qui sera donc diffusé sur Twitch. Alors le Téléthon Gaming, moi j'adore le Téléthon Gaming. Je suis complètement fan de cette organisation. Donc c'est le Téléthon, mais à vocation pour les jeunes. Donc sur Twitch, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, avec les influenceurs que les jeunes ont l'habitude de voir au quotidien. Cette fois-ci, comme les années précédentes, ils vont se mobiliser pour le Téléthon. Ils vont appeler à la collecte, ils vont donner des informations aux jeunes parce que c'est avant tout à destination des jeunes, notre communication au moment du Téléthon Gaming. Ce qu'il faut dire, et j'ai oublié de le préciser, c'est que la moitié des patients atteints de maladies génétiques sont mineurs, moins de 18 ans. Donc en fait, c'est majoritairement eux qui sont concernés. Ils sont concernés, mais ceux qui effectivement vont peut-être donner sont forcément majeurs. Mais là, c'est pas vraiment le même objectif. L'idée, voilà, là, c'est pas l'objectif. Il y a de la collecte. C'est la sensibilisation. Oui, parce qu'en fait, dans leur collège, dans leur lycée, ils sont en contact avec des personnes en situation de handicap, avec des myopathies ou avec d'autres maladies génétiques. Dans leur famille, ça concerne une personne sur 20. Donc, dans toutes les familles, on a autour de nous et ils ont autour d'eux quelqu'un avec une maladie génétique. Et il faut comprendre pourquoi ils sont malades, comment les traiter, comment se comporter avec eux. Et donc on sensibilise énormément. Et donc il y a plein d'influenceurs qui se mobilisent. Il y a des présentateurs qui se mobilisent. Il y a Samuel Etienne cette année qui se mobilise pour le Téléthon Gaming. Et c'est formidable. Déjà, il y a une ambiance de dingue. En plus, il y a du contenu hyper intéressant qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Et puis on fait la fête, quoi. Et puis le Téléthon, c'est la fête. Alors on le disait, 90 millions d'euros à peu près chaque année. Ça paraît énorme, mais c'est peut-être pas tant que ça finalement, parce que combien coûte la recherche? Alors la recherche, ça coûte très cher. Donc en fait, pour vous donner un ordre de grandeur, un programme de recherche qui va partir du chercheur académique ou qui va avoir son hypothèse et qui va commencer à travailler jusqu'au traitement et jusqu'au malade, il va se passer en général 10-15 ans. Et au cours de ces 10-15 ans, le coût de la recherche, ça va être d'abord plusieurs centaines de milliers d'euros pour essayer de trouver la molécule, développer la méthode, montrer que ça marche sur des cellules. Et puis après, ça va coûter plusieurs millions d'euros à chaque fois pour amener jusqu'à la molécule jusqu'au malade pour faire des essais cliniques. Donc ça coûte extrêmement cher. Moi, j'ai trouvé un médicament efficace sur une myopathie des ceintures il y a quelques années. On travaille encore pour l'amener à l'essai clinique. La phase de recherche nous a coûté plus d'1 million d'euros et probablement que ça coûtera au moins autant, voire plus, pour pouvoir développer un essai clinique et l'amener jusqu'au malade. On disait effectivement il y a à la fois la sensibilisation via ces événements comme le Téléthon donc à la télévision, mais aussi le Téléthon Gaming, mais il y a aussi cette campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires. Ah ouais. Le Téléthon fait beaucoup aussi pour cela. Alors j'en fais une demain et une après-demain. Alors pour les élèves qui me verront demain et après-demain à Vitry et Créteil. Favoriser l'inclusion, c'est très important. Donc il y a ça. Donc, on leur explique ce que sont les maladies génétiques.
on leur explique comment les traiter. Donc il y a tout un aspect pédagogique où on leur explique les choses. On leur montre des exemples de maladies génétiques parce qu'ils ne savent pas vraiment ce que c'est, ils n'ont jamais vraiment entendu ces termes-là, même si c'est au programme scolaire, donc on fait de la pédagogie. Et puis après, on leur dit, si vous voulez être chercheur, si vous voulez être ingénieur, technicien, médecin, pharmacien, si vous voulez un jour rentrer dans nos laboratoires, voilà les études qu'il faut faire. Voilà le salaire que vous gagnerez, voilà votre mission, voilà les différents métiers. Et donc on leur explique ce qu'on... Et alors, moi, j'ai été la semaine dernière... Mais c'est parce que vous avez besoin de recruter ou c'est pour les sensibiliser non, davantage? on n'a absolument pas besoin de recruter. Mais c'est important aussi de faire naître la vocation chez ces jeunes qui n'ont jamais entendu parler de la recherche, qui ne savent même pas ce que c'est qu'un chercheur. Et moi, j'ai été super fier la semaine dernière parce que c'était au Blanc-Ménil. La semaine dernière, je faisais une intervention et puis je voyais, je l'avais tout de suite vu, une jeune fille devant moi au 3e rang qui écoutait, qui était vachement attentive, qui avait de plus en plus le sourire au fur et à mesure de l'intervention. Et puis à un moment donné, elle est venue à la fin me dire merci. Elle m'a dit maintenant je sais ce que je vais faire dans la vie. Et ben j'étais super content. Mais je comprends. Et voilà. Et donc c'est pour ça qu'on fait cette opération. Vous pouvez être admiratif effectivement de vous-même et de vos. Mais si, vous pouvez, je vous le dis. Et puis de tous ceux qui participent évidemment au Téléthon et on les salue, on les embrasse, toute l'équipe de France Télévisions évidemment. Vous appelez le 36 37 pour faire un don, téléthon.fr, c'est bien ça. C'est ça. Vous pouvez rendre aussi évidemment sur le site de l'ISTEM pour pouvoir mieux étudier et comprendre peut-être. Oui, et effectivement, ISTEM, Généton et l'Institut de biologie, donc 3 instituts de recherche financés par le Téléthon. Et clairement, sans le Téléthon, nos laboratoires fermeraient et nos recherches s'arrêteraient. Donc on a besoin de vous. Voilà, quand on sait l'importance de la télévision aussi pour ça, c'est pas mal de le redire. Merci beaucoup Xavier Nissan d'avoir été avec nous, directeur de recherche à l'Institut des cellules souches pour le traitement et l'étude des maladies monogéniques. Merci beaucoup. 36 37 pour le Téléthon. Donnez. C'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier et cette semaine son invitée est la chanteuse Carla Donna. Aujourd'hui, tu es chanteuse, mais est-ce qu'il y a un autre métier qui te faisait rêver enfant? Non. Chanteuse, comme ça, direct. Vraiment, non. Enfin, dans tous les cas, ça touchait à l'artistique. C'était la danse, le chant, la comédie, parce que c'est 3 arts que j'adore. Mais je me suis jamais dit à un autre moment, j'ai envie de faire ça. Jamais. C'était prévu d'avance, je crois. T'as commencé très jeune, la danse? J'ai commencé à 4 ans. 4-5 ans, ouais. Et très jeune, tu te fais connaître parce que tu as participé à un concours Check It Up? Oui, c'est ça. J'ai bien dit. Check It Up, ouais. Sur Disney Channel à l'âge de 13 ans. Ouais. Et notamment grâce au conseil d'un ancien prof de la Starac. Oui, voilà, exactement, grâce à Kamel Wally. En fait, j'ai fait c'est mon prof de danse à Antibes qui m'a inscrite à ce concours. J'avais 12 ans à l'époque. Et donc, je monte à Paris, je fais les castings, et en fait, ils me prennent, et au final, je fais l'émission. Et en fait, je gagne l'émission. Donc, ce qui était... Enfin, moi, j'étais là, mais j'ai rien compris ce qui m'arrivait. Et suite à ça, j'ai pu faire ensuite d'autres petits... j'ai travaillé aussi pour Canal, j'ai fait plusieurs trucs pour enfants. Mais donc là, tu savais déjà que ton rêve, toute petite, si jeune, était déjà en train de vraiment ça devenait un peu concret, en fait. Je me disais, j'ai 12 ans, 13 ans, et je commence déjà à faire ça, donc c'est... Et comment ça se passait, du coup, avec les autres, quand tu reviens dans la vie normale, à l'école? En vrai, ça allait, parce que... En vrai, les gens étaient contents pour moi. Ce qui était un peu plus dur, c'était au lycée, parce que quand j'étais au lycée, un mercredi par mois, j'allais à Paris pour tourner une émission qui s'appelait Kids 20. Donc ça, c'était un classement pour les enfants. D'accord. En fait, c'était un top 50, en gros, et on recevait des artistes sur le plateau. Et donc, je présentais cette émission. Mais non. Ouais. Et donc là, c'était un peu plus compliqué, parce que quand je rentrais au lycée, les gens savaient que j'étais pas là le mercredi. Et du coup, ils savaient que je faisais un truc à la télé. Du coup, je sentais les petits regards. De la jalousie, là, finalement. Je sais pas si c'était de la jalousie ou si c'était... la jalousie, peut-être d'avoir un passe-droit, de ne pas être là aussi déjà. Ouais, voilà, c'était peut-être ça. Mais d'un côté, j'étais tellement bien entourée, j'avais des amis en or que tout ça passait. Et tu prenais pas la grosse tête si jeune? Non. Gagner un concours, présenter des émissions? Non, parce que pour moi, je le prenais vraiment comme une expérience. Genre, à mon âge, de mes 12 ans à mes 16 ans, j'ai pu faire des trucs de ouf et je le prenais vraiment comme un truc en plus
Parce que mes parents, ils m'ont permis de faire ce genre de choses, mais ils m'ont toujours dit faut que tu réussisses à l'école, faut que tu aies ton bac. T'étais toujours aussi bonne élève dans le même temps? Ouais. Non, j'ai jamais lâché ça. Bon, après, j'avais pas. Il y avait des matières où j'étais nulle, hein, mais en général, j'avais quand même des bonnes notes. Et c'est vrai que mes parents, ils m'ont toujours dit enfin, ok, ça, c'est un plus. Ils m'ont pas trop lancé là-dedans. Parce que. Enfin, sinon, je pense que c'est là où j'aurais pu me dire ok, c'est bon. Je suis arrivée, quoi. Je suis déjà arrivée, alors que pas du tout. Le chemin, il est tellement long. Mais je pense que c'est grâce à mes parents surtout. Et le chant, ça arrive quand? Le chant, je chantais déjà dans ma douche et chez moi quand mes parents n'étaient pas là, quand j'étais plus jeune. Mais c'est vraiment arrivé quand je suis arrivée à Paris, en fait. Donc après mon bac, j'ai passé mon bac et ensuite je suis allée à Paris. J'ai fait une école de comédie musicale. Donc là parce qu'en fait, je voulais pas abandonner la danse, je voulais vraiment continuer. Mais je me suis dit, ok, je ne veux pas être que danseuse, je vais apprendre le chant, la comédie. Et c'est à Paris, je suis arrivée, j'ai fait une école de comédie musicale, justement. Et là, j'ai appris le chant. Donc j'ai pris mes premiers cours de chant, genre à 18 ans, quoi. Ah oui. Ouais, et comment ça se passe? Ça aurait pu être quitte ou double? Ouais, bah, je savais déjà que je chantais assez juste, que j'adorais chanter. Mais les cours de chant, ça m'a permis de me dévoiler encore plus. Et quand tu es danseur et que tu passes au chant, c'est très bizarre parce que la danse, il y a un rapport à la confiance en soi où on est quand même assez sûr de nous. Oui. Parce qu'on n'est qu'avec le corps. Et en fait, à partir du moment où il faut ouvrir la bouche et chanter avec sa voix qu'on utilise tous les jours pour parler, pour montrer ses émotions, là, ça devient tout de suite plus concret. En fait, là, mon premier cours de chant, genre, je me suis effondrée en larmes parce que j'étais là. Waouh, donc ok, là, il faut vraiment que je parle de moi. Et ça a été compliqué au début, mais après, on s'habitue et c'est devenu ma deuxième passion, quoi. Et tu avais notamment participé déjà, donc avant d'entrer dans la Star Academy, à des comédies musicales. Ouais. Il y avait Ghost et les producteurs. Ouais, j'ai fait Ghost, les producteurs. J'ai fait aussi en Belgique Chantons sous la pluie et Mamma Mia quand je suis sortie de la Starac. Donc les comédies musicales, ça peut toujours t'intéresser. Ouais. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Carla Donna, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox, Canal 217 sur les Box Orange et SchoolTV.com pour voir et revoir toutes les émissions. Merci à toute l'équipe de School, à Alice Pitavi à la réalisation, Maxence Mougin au son, maquillage c'est Laure Eudemont, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Ce programme vous a été présenté par Intel.